Voilà, toujours en direct depuis la Kind Arena, ici au cœur de la métropole Rouen-Normandie, à Rouen. Ce salon qui se poursuit encore pendant au moins une bonne heure et demie pour vous faire découvrir, si vous ne connaissiez pas les métiers liés aux travaux publics, mais aussi peut-être pour certaines et certains découvrir des futures carrières, puisque le plateau TV précédent évoquait les femmes et le rapport à ces métiers, mais aussi toute l'évolution qui peut en exister. Nous avons parlé d'eau tout à l'heure, sujet hyper important, vous en doutez, puis de mobilité ce matin. Et un des sujets, j'allais dire cruciaux, un des sujets cruciaux, c'est mieux, un sujet important, c'est celui qui est lié à l'énergie, et c'est celui que je vous propose d'aborder maintenant. Voilà, c'est le dernier de nos plateaux télévisés pour évoquer, vous l'avez compris, les ressources, l'énergie, ou plutôt les énergies. Pour ce faire, encore un très joli plateau composé de Philippe Tridon, qui est délégué régional CERS Normandie, de Marie Attino, qui est la vice-présidente en charge des transitions et innovations écologiques au sein de la métropole Rouen-Normandie, et de Valérie Repensola, qui est déléguée générale Normandie Énergie. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce sujet hyper important. Certains disent que l'argent est le nerf de la guerre. Là, non, c'est l'énergie qui est le nerf de la guerre, ni plus ni moins. Je vous propose de commencer avec vous, Marie Attino. Vous n'étiez pas prévenue, c'est la surprise pour démarrer, pour un petit planté de décor en quelque sorte sur à la fois les engagements de la métropole en matière de transition énergétique et de fait de parler peut-être, si vous avez envie, d'entraîner sur les schémas, sur les autres plans que vous avez commencé à mettre en place et qu'il faudra de toute façon encore optimiser. Avec plaisir. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous en prie. Bonjour à mes voisins, voisines. Effectivement, la métropole Rouen-Normandie, pour planter le décor, 71 communes, pratiquement 500 000 habitants, donc c'est un joli bassin de vie. Donc ça vit, ça bouge, ça construit, ça déconstruit, ça réinvente la ville sur la ville et ça consomme évidemment beaucoup d'énergie. Et cette énergie, elle est consommée par les habitants du territoire, par la collectivité dans ses activités, elle est consommée par les mobilités. Et puis compte tenu aussi de notre histoire, elle est aussi consommée fortement par l'industrie, qui est la force de ce territoire, mais qui fait aussi que le profil énergétique est particulier. On n'a pas du tout le profil énergétique à Rouen, comme il peut y en avoir un autre en Normandie, à Cherbourg ou à Caen. Ici, l'industrie représente entre 30 et 40% de la consommation d'énergie. Et donc pour pouvoir essayer d'avancer sur ces sujets et engager une transition énergétique politique, mais aussi technique et réelle et sincère, la métropole de Rouen s'est lancée depuis 2018 dans une démarche qui s'appelle la COP21 locale, qui avait, alors pourquoi COP21 locale, mais c'était pour faire un clin d'œil évidemment aux démarches de COP21 internationale, où on essaye dans un but universel de mettre tous les acteurs autour d'une table pour dessiner une feuille de route commune. Et donc ce travail a été mené, avec d'ailleurs je trouve beaucoup d'audace en 2018, puisque nous étions les premiers à mener ce travail de COP21 local. Et à l'issue de cette COP21, nous avons adopté ce qu'on appelle un plan climat. Un plan climat, air, énergie territoriale. Et aujourd'hui, ce plan climat, air, énergie territoriale est toujours notre feuille de route, puisqu'on y trouve dedans tous les objectifs que se fixe la métropole, à savoir devenir un territoire 100% énergie renouvelable en 2050, à savoir renouveler l'intégralité de ses bâtiments, publics et privés, à un niveau BBC Réno en 2050, ou encore diviser les émissions de gaz à effet de serre de 75%. Et puis, vous l'avez évoqué, il y a la métropole, mais il n'y a pas que la métropole. Vous avez aussi une réalité à travers un axe Seine qui dépasse désormais le simple rôle de la métropole, mais pilote actuellement à la fois, on va dire, le Grand Paris, Le Havre et Rouen. Et il faut qu'il y ait cette cohérence politique pour pouvoir lever des actions qui puissent être cohérentes justement avec ce que vous voulez développer en termes d'énergie. Absolument. Quand on a commencé à travailler sur la mise en œuvre de cette feuille de route, on s'est rendu compte très vite que nos seules frontières administratives ne permettraient pas de répondre totalement à l'équation. Et donc nous avons, il y a d'ailleurs très peu de temps, quelques semaines, décidé d'une entente commune avec la métropole du Havre, avec la ville de Paris et avec la métropole du Grand Paris, à travers déjà une entente pour travailler sur des sujets communs, par exemple la décarbonation de l'axe Seine, les transports fluviaux et les transports maritimes décarbonés, à travers le développement des énergies renouvelables. Et pour ce faire, nous sommes en train de créer un outil tout à fait particulier, qui est une société d'économie mixte axe Seine, qui est commune à nos 4 territoires. J'insiste parce que, j'allais dire, c'est pas une attention, c'est un acte fort politique.
on dépasse largement, parfois ce qu'on leur reproche aux élus, c'est la vision d'un mandat. Là, vous êtes sur la durée. Donc, on est vraiment sur une démarche globale, ce qui est forcément très intéressant et attractif par rapport aux entreprises comme celle des TP. Oui, on a absolument besoin de dépasser, j'ai même envie de dire, de transcender les objectifs de mandat qui sont très très courts finalement face aux enjeux d'énergie, de ville de demain, aux enjeux de climat. On est absolument obligé de penser à tout ce qui va se passer après nous pour atteindre ces fameux objectifs. Et donc nous, on considère qu'on pose les premières briques. Et ensuite, derrière nous, certains reprendront le relais et continueront à monter l'édifice. Mais si au moins on leur pose les bonnes fondations, ça devrait les aider. Valérie Repensola, vous êtes déléguée générale Normandie Énergie. Avant de vous proposer d'évoquer le volet énergie à votre tour, notamment des réseaux de chaleur dont la métropole, je crois, est plutôt bien dotée, je vous propose ce reportage réalisé il y a tout juste quelques jours sur justement ce qu'est un réseau de chaleur. Vous viendrez compléter ce qui va vous être présenté, à la fois sa complexité, s'il y en a, et les raisons à les optimiser dans la mesure du possible. Le reportage et ensuite votre témoignage. Je suis Christian Longmar et je suis le responsable du service chaleur à la métropole. Donc c'est le service qui gère la totalité des réseaux publics de distribution de chaleur sur le territoire. La meilleure analogie, c'est celle du chauffage central dans un logement. Vous avez une chaudière, des tubes qui circulent dans les pièces pour aller jusqu'à des radiateurs qui permettent de chauffer ces pièces. Un réseau de chaleur, c'est la même chose, mais à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Vous avez une grosse chaufferie, des canalisations beaucoup plus grosses qui circulent sous les voiries et vous arrivez au pied des immeubles et avec un échangeur, on délivre la chaleur pour chauffer le bâtiment concerné qui peut être à la fois du logement ou un bâtiment public quel qu'il soit. Dès la création de la métropole en 2015, les élus, et notamment Cyril Moreau, qui était vice-président à l'environnement, ont saisi l'opportunité d'utiliser les réseaux de chaleur pour développer massivement les énergies renouvelables et participer ainsi à la transition énergétique du territoire. Un réseau de chaleur urbain moderne, c'est un réseau de chaleur sur lequel on va essayer d'avoir la meilleure efficacité possible. Ça peut passer par plusieurs vecteurs, aussi bien au niveau de la production, où on va chercher les outils les plus performants possibles, du transport de cette chaleur dans les réseaux, avec des réseaux le plus isolés possible, et ensuite au niveau de la livraison de la chaleur, avec des régulations qui fonctionnent le plus efficacement possible. C'est l'ensemble de ces améliorations qui vont permettre d'optimiser au maximum le fonctionnement du réseau de chaleur. Le principal avantage d'un réseau de chaleur, c'est sa taille. On intervient sur des installations qui distribuent de la chaleur sur un très gros périmètre et sur un très grand nombre de logements et de bâtiments. Si on veut verdir une énergie, et qu'on intervient sur des petites installations, c'est très complexe. Avec un réseau de chaleur, il suffit d'intervenir sur la production centralisée et ça permet de verdir la totalité d'un quartier, voire d'une ville. Les énergies principalement utilisées sur nos réseaux sont la chaleur fatale et la chaleur issue de la biomasse. La chaleur fatale provient de l'exploitation de l'incinérateur des ordures ménagères du Smedar à Grand-Quevilly et la biomasse provient des forêts normandes dans un rayon d'à peu près 100 à 150 km autour du territoire. L'objectif de la métropole, c'est vraiment de massifier l'utilisation des énergies renouvelables de façon à obtenir la mixité la plus élevée possible sur l'ensemble des réseaux. La chaleur fatale et la biomasse sont les deux énergies sur lesquelles repose cet objectif et nous allons continuer à les utiliser dans le développement et la création des nouveaux réseaux de chaleur qui sont prévus sur le territoire. Le développement des réseaux de chaleur se concrétise par des chantiers comme celui sur lequel nous nous trouvons. Sur le réseau de la Petite Bouvrie, 30 nouveaux kilomètres de réseau ont ou vont être créés jusque dans les prochains mois. Sur le territoire de la métropole, d'autres projets sont prévus qui vont permettre de construire au moins autant de linéaires de réseau dans les années à venir. Ces travaux bénéficieront directement aux entreprises locales qui pourront intervenir sur ces chantiers. J'ai noté, Valérie Repensola, qu'on parlait de réseau de chaleur urbain moderne. Je suppose que ça va avec votre idée d'aller toujours vers du plus vertueux, en quelque sorte. Oui. Les réseaux de chaleur sont très vertueux sur le principe en lui-même. Juste avant d'aborder les réseaux de chaleur, je voudrais
me permettre de parler d'énergie, Oui. un tout petit cadrage, Allez-y. parce que souvent lorsqu'on parle d'énergie, on pense à l'électricité, au mix électrique. L'énergie, c'est pas que l'électricité, hein. En Normandie, on a 110 TWh de consommation d'énergie, et là-dedans, il y a 45% de pétrole, il y a 26% de gaz, 22% de nucléaire pour l'électricité et 7% sur les ENR confondus, D'accord. élec, principalement élec, mais aussi biomasse. Voilà, juste ce petit cadrage-là. Donc concernant les réseaux de chaleur, ben, comme ça a été très bien démontré par la métropole, par ce très beau reportage très complet, clairement, c'est un levier formidable à l'échelle des collectivités, surtout lorsqu'elles ont un incinérateur, puisque là, on récupère de la chaleur, vous avez compris, perdue, donc qui est valorisée, et c'est du transport d'eau chaude, en fait. Hein. Donc c'est cette chaleur qu'on récupère. C'est de l'eau chaude, hein, le vecteur est de l'eau, c'est parfait, puisqu'on centralise, on massifie, et de cet incinérateur, le Smedar à Rouen, on amène aux citoyens, à la piscine, à l'hôpital, etc. Donc en Normandie, c'est vraiment quelque chose qui se développe. En France également, parce que globalement, on doit multiplier par 3 à 2030, hein, selon les objectifs, puisqu'on est à 15 mégawattheures aujourd'hui. 15 gigawattheures, on doit passer à 40. Donc on doit faire x3 au national. En Normandie, on a 48 réseaux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans une métropole qui n'a pas d'incinérateur? On développe des chaudières bois. Voilà. Et c'est aussi très intéressant puisque c'est de l'économie circulaire et ce bois est valorisé et ça produit de la chaleur. Et donc, d'un point de vue bénéfice, le premier bénéfice, c'est le confort. Parce qu'on a un suivi, on a vraiment une continuité de service en fait pour l'abonné, hein, le citoyen, l'habitant. C'est une sécurité totale puisqu'on n'a pas de stockage, on n'a pas de chaudière gaz, donc on n'a pas de stockage gaz, donc on n'a pas d'inhalation possible, on n'a pas d'exposition au monoxyde de carbone, quoi. Et enfin, c'est économique puisque c'est mutualisé, c'est moins cher. Alors, et la TVA, 5,5. C'est bien de préciser. Détail. Bien de préciser. Quand c'est des années. À propos de chaleur fatale, on sait que c'est aussi décisif par rapport aux industries. Là aussi, il y a un lien avec le milieu professionnel, pas que les TP, hein, mais je veux dire, de manière globale, c'est hyper intéressant et important par rapport au monde industriel. Oui, alors l'industrie, comme l'a très bien dit Marie, notre territoire, alors moi je parle de la Normandie, hein, je vais au-delà de la métropole, mais je peux faire des focus métropole parce qu'on travaille énormément la chaleur fatale avec la métropole de Rouen. Et du coup, je vais concrétiser la chose après. Hein. Mais l'enjeu, c'est la décarbonation de l'industrie. Et la décarbonation, c'est l'efficacité énergétique au sens large. Hein. Avant même de produire de l'électricité avec des ENR, on pense à consommer moins. Hein. Donc, parce que je vous rappelle que les émissions de GES, c'est moins 5% par an qu'on doit avoir. La trajectoire qu'on doit avoir, c'est moins 40% à 2030. Ça veut dire quoi? C'est moins 5% par an. C'est un petit peu ce qu'on a vécu quand on était tous confinés chez nous. On a fait moins 5% en France. OK? Donc, presque. Tu as raison, presque. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Du coup, vous imaginez un peu le boulot. Donc, les industriels, on leur repart, évidemment, à la fois en électrifiant des procédés, bien sûr, mais à la fois, surtout, en récupérant toutes les chaleurs perdues. Donc, en gros, c'est quoi la chaleur perdue? Enfin, la chaleur qui n'est pas valorisée. En fait, c'est de la chaleur qui émane d'un procédé, d'une transformation d'un procédé, en fait, et du coup, on la valorise, on la récupère et on l'injecte en interne pour chauffer, pour un autre procédé industriel ou, encore mieux, quand on va plus loin, et c'est ce qu'on essaie de faire avec la métropole de Rouen et les industriels de la place portuaire de Rouen, c'est l'échange de vapeur et de chaleur interindustrielle, voire avec connexion au réseau de chaleur urbain. Et là, c'est le must. Et on va y arriver. On y croit avec Marie. Ils sont optimistes, donc c'est très bien. Philippe Tridon,
Vous pouvez réagir à ce que vous venez d'entendre, notamment sur cette mixité énergétique. On voit bien, et Valérie l'a rappelé juste avant, il ne faut pas penser qu'à l'électricité, même si c'est important. Il y a bien une gamme très intéressante pour solliciter cette énergie, mais peut-être une des petites explications sur ce qu'est le CERS Normandie, parce que je vous ai présenté en tant que directeur, en délégué régional, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est quoi le CERS? Oui. Le CERS, c'est 300 entreprises, 135 000 emplois, 20 milliards de chiffre d'affaires. Et ça représente les entreprises de la transition énergétique et numérique. Donc on est au cœur du débat qui nous occupe aujourd'hui, quoi. Je voudrais un petit peu revenir quand même sur le mix électrique. Mais oui. Puisque c'est quand même un peu le cœur. C'est votre domaine, donc c'est pour ça que je me doutais que vous en parleriez. De notre activité. Bien sûr. Avec quand même un point où on intervient très fortement, l'éclairage public, qui est quand même un poste de consommation d'argent et de gaz à effet de serre, et de consommation de gaz à effet de serre très très important. Donc là-dessus, toutes les entreprises du CERS sont à même d'aider les collectivités à piloter leur éclairage public. Alors on pense tous LED, avec quand même des petits bémols sur les LED. Le bilan carbone global des LED est quand même à discuter. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est quand même un petit peu discutable. Il n'empêche qu'en termes de consommation, on est quand même très très... C'est quand même très très positif de passer en LED. Après, l'éclairage public, c'est pas que de la consommation, c'est les usages qu'on en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire de plus qu'éclairer? Est-ce que l'éclairage public peut servir à autre chose? Est-ce que les réseaux peuvent transporter autre chose que du courant, de l'information? On pense à des PMV, des panneaux à messages variables, qui pourraient communiquer via les réseaux d'éclairage public. On peut penser à des brumisateurs. On peut penser à des usages liés à l'éclairage public qui sont au-delà de l'éclairage, sans consommer plus. Et en n'ayant toujours pas résolu le problème de fin de vie des LED. Voilà, parce que celui-là, il n'est toujours pas résolu, comme les batteries, comme les batteries des véhicules électriques. On reviendra sur les réseaux électriques dans la seconde partie de notre plateau télé. Mais comme on a évoqué dans les plateaux précédents des thématiques liées par exemple à l'eau, il est peut-être intéressant aussi que vous puissiez évoquer ce que vous avez passé comme contrat de concession avec Enedis, si vous êtes d'accord Mariatino, sur à la fois un rapport inondation et électrique. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ce que vous avez fait était un peu précurseur. Allez-y, il va fonctionner. Et je pense que c'est précurseur, mais je pense en plus que ce contrat de concession, il va être très regardé au niveau national. C'est ça. Et je dois dire qu'en tant qu'élu de la métropole, je suis très fière du document qu'on va signer dans quelques jours, puisque ce nouveau contrat de concession qu'on vient de construire avec Enedis est le fruit quand même de longs mois, voire de longues années de travail, et va être enfin signé le 30 mai prochain, à la fois par Marianne Legnaud, qui est la présidente du directoire d'Enedis, et par Nicolas Maillé-Rossignol, le président de la métropole, dont certes, c'est un contrat de concession qui permet le renouvellement des ouvrages pour évidemment maintenir le cœur de métier de l'activité de distribution d'énergie, c'est-à-dire d'électricité, la qualité du service et éviter les coupures, parce qu'on est plutôt dans une bonne moyenne nationale, donc autant le rester. C'est un contrat aussi qui va nous permettre de faciliter à la fois l'installation de nouvelles bornes de charge, parce qu'on sait qu'on doit démultiplier, et je sais que Normandie Énergie travaille particulièrement sur ce sujet, la mise à disposition de bornes de charge sur l'espace public, à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. On ne peut pas, dans une grande métropole, mettre en place une zone à faible émission mobilité et ne pas leur proposer les bornes de charge qui vont avec. Donc ce contrat de concession va nous aider sur 20 ans à accélérer la manœuvre. Le contrat va nous permettre aussi de faciliter sur certains points du territoire le raccordement des projets d'énergie renouvelable. On le disait tout à l'heure, on souhaite devenir un territoire 100% renouvelable en 2050. Ça veut dire que des projets de production massive, à la fois au sol, sur des friches industrielles, et à la fois en toiture sur des grands bâtiments vont apparaître. Donc soit pour faciliter l'autoconsommation collective, soit pour l'injecter sur le réseau, il faut aussi que le réseau lui-même soit adapté bien en amont. Et puis enfin, et surtout, et c'est peut-être l'élément dont je suis le plus fière, ce contrat de concession va nous permettre de préparer, d'anticiper les effets du changement climatique et notamment le risque inondation, de manière à ce que le réseau électrique et les différents éléments qui composent le réseau anticipent ce risque. On le sait, on est sur une métropole particulièrement vulnérable au risque inondation. Le changement climatique va faire en sorte que la mer va monter. La Seine et à Rouen, nous sommes encore dans l'estuaire de Seine, nous sommes soumis à l'influence des marées. Donc quand l'inondation arrive,
Elle arrive en général de manière assez massive. Et donc, grâce à ce contrat de concession, on s'engage aussi à lutter contre, plutôt favoriser la non-inondation et la protection du réseau électrique. Je propose de garder encore quelques minutes ou quelques secondes, comme vous le souhaitez, la main à propos des panoramas des réseaux métropolitains. En préparant ce rendez-vous, vous avez dit c'est bien qu'on évoque ce qui marche bien, et puis on peut éventuellement évoquer ce qui marche pas encore parfaitement, mais sur lequel on travaille bien sûr assidûment. Oui, je vous remercie de me permettre ce petit clin d'œil. Effectivement, très globalement, les réseaux, on en est fiers. Et la vidéo qu'on a vue met aussi à la fois l'honneur, l'engagement des élus qui nous ont précédés et qui ont donné cette impulsion sur les réseaux de chaleur. Et le travail d'une équipe absolument extraordinaire qui permet aussi de développer ces projets. Et en même temps, parfois, il arrive que certains projets ne soient pas aussi vertueux qu'on l'aurait espéré au départ. Et donc, il existe malheureusement sur ce territoire un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je le dis et je suis très fière de le dire. C'est le projet, malheureusement, le réseau de chaleur Luciline qui nous pose plein de questions, mais c'est vraiment extraordinaire d'avoir en fait entre les mains ce contre-exemple parce qu'il nous permet de décortiquer dans tous les corps de métier ce que nous aurions pu faire de mieux. Et on voit de manière extrêmement précise d'ailleurs à quel point il est important dans un réseau de chaleur que le réseau primaire puisse être parfaitement raccordé au réseau secondaire et que les cahiers des charges des différents corps de métier soient respectés. Et enfin, surtout, que les bâtiments qu'on va construire dans un quartier alimenté par un réseau soient performants, que tout soit bien construit dans les normes. Si on affiche des bâtiments performants, du BBC, du passif, il faut qu'à la livraison, les habitants puissent réellement vivre dans ce genre d'appartement. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la prochaine fois, on devra corriger quelque chose. Merci. Mais c'était très franc et très clair. Merci beaucoup, Maria Tignon. Alors, justement, sur ce qu'on voudrait ne plus voir, je vous propose de regarder une courte vidéo sur ce que vous, Valérie, vous ne souhaitez plus voir sur les chantiers, c'est-à-dire des vieux groupes électrogènes qui fument de partout. Et vous avez des solutions à proposer. Je vous propose la traduction en images tout de suite. Donc voilà, en quelque sorte, c'était notre écran pub. Hein, c'était un peu... Mais c'est aussi se dire que c'est pas de la fiction, on n'est pas parti très très loin. Cette réalité, elle est d'aujourd'hui et elle est une parfaite transition à ce qui existait avant et il faut aller vers ça. Allez-y. Oui, je vous remercie pour pouvoir passer cette vidéo, ce petit clin d'œil, parce qu'évidemment, j'avais envie de vous parler d'hydrogène. Oui. Et quand on parle d'hydrogène, on parle souvent de mobilité. Mais là, j'avais envie de vous parler de stationnaire. Je peux vous parler de mobilité, je sais faire aussi. Mais pour le coup, pour les travaux publics, on peut avoir de l'électricité en centre-ville, sans pollution, sans bruit, grâce à ce type d'équipement. Vraiment, c'est aujourd'hui, là. C'est sorti, ça s'achète, ça se loue. Il y a vraiment de nombreux avantages. Et
ce que je voulais aussi dire, c'est que finalement, cet hydrogène, c'est évidemment un levier de transition énergétique, mais ça permet aussi d'amener de l'énergie là où on ne peut pas en avoir. Je vous prends l'exemple d'un port. Il est parfois compliqué, Enedis, si Enedis est dans la salle, le sait très bien, d'amener les réseaux sur un quai, ou même si on peut les amener, d'amener les branchements et les réseaux. La problématique, c'est qu'il y a du portuaire, il y a de la manutention sur ces quais-là, et du coup, c'est compliqué d'avoir une énorme station au milieu et qui empêche les cavaliers de bouger, etc. Et donc, ce type d'équipement, ou d'autres, en tout cas, d'amener via une pile à combustible et de l'hydrogène, de l'électricité sur un quai, sur un chantier, sur un événement, est une possibilité. Voilà, c'était une autre facette que je pense que vous ne connaissez pas. Philippe Tridon, je vous voyais acquiescer de la tête, vous dites oui, ça y est, vous en avez acheté un, vous êtes séduit? Non, moi je ne suis pas sur la métropole, donc je viens de Basse-Normandie, vous savez, c'est beaucoup plus loin. Et on n'a pas de... Non, on connaît, hein, mais c'est quand même très balbutiant. Hein. Oui, ça l'est, mais... Parce qu'il faut quand même de l'hydrogène vert. Alors... Sinon... Ah. Comment on fabrique là, je sens qu'on va rentrer quoi. dans un débat. Non, je veux pas. Non, je sais qu'il y a un petit film. Mais c'est intéressant comme débat quand même sur l'hydrogène. Oui, le débat est très intéressant, mais je peux vous répondre. Juste, je voulais dire aussi que Marie aurait sûrement une super idée pour utiliser ce type d'équipement. On se connaît un peu. Hein. Mais oui, faites les transitions sans moi, ça ne me dérange pas, allez-y. En fait, effectivement, la métropole s'interroge sur plein de sujets et aussi sur les grands événements qu'elle organise, puisqu'elle organise énormément d'événements. Et s'il y a bien un événement qui est connu sur la métropole, c'est celui de l'Armada, qui vient tous les 4 ans ou 5 ans selon le contexte. Et on en est très fiers. Et à la fois, cet événement, sur son plan logistique et organisationnel, est complexe tout de même. Il consomme tout de suite, pendant quelques jours, énormément d'énergie, produit énormément de déchets. Donc on est en train de réinventer cet événement avec l'aide d'ailleurs extrêmement active de l'association de l'Armada. Et je trouve qu'il serait particulièrement intéressant de pouvoir tester ces groupes électrogènes sur les quais l'année prochaine. Effectivement, je partage complètement la remarque de M. Tridon. Je trouve ça intéressant de s'interroger philosophiquement sur l'origine de cet hydrogène. On avance, et puis on fait des pas progressifs. Hein. La transition, c'est des marches, hein, donc c'est pas linéaire. Expérimentons. Mais expérimentons ça, pourquoi pas sur les quais l'année prochaine. Ça fera moins de pollution. On a un problème de particules sur la métropole. Ça fera moins de bruit. Moi, je suis prête à tenter. Valérie, vous avez repris votre micro, vous voulez apporter un complément? Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire sur... ce que je voulais dire comme complément important, c'est que déjà produire de l'hydrogène décarboné, hein, parce que vous avez 2 types d'hydrogène, 3 types, gris qui est produit aujourd'hui et consommé en industrie, là qui est produit à partir de méthane, donc il est carboné, on est d'accord, sauf quand on récupère le CO2 après. Il est décarboné quand il est produit par électrolyseur, hein, le petit schéma le montrait, hein. C'est-à-dire qu'on injecte un courant électrique dans l'eau et on sépare les 2 molécules, oxygène et hydrogène. Et de ce fait, lorsque on est connecté au réseau, comme vous le savez, le nucléaire est décarboné. Donc on fait de l'hydrogène décarboné, qui n'a pas de CO2. Il est renouvelable lorsque cette électricité vient d'un champ panneaux photovoltaïques dont on essaie de les développer, les éoliennes offshore, les éoliennes, voilà. Donc je vous rappelle juste qu'on est à seulement 16% d'ENR en France, hein, donc, et 7% en Normandie. Donc forcément, on peut, pour l'instant, on essaie déjà de faire de l'hydrogène décarboné et tout ça avance petit à petit et la technologie est là et ce qu'il faut, c'est massifier et on y travaille et à l'échelle Vallée de la Seine, hein, ça c'est très important. Philippe Tridon, on a évoqué tout à l'heure tout ce qui concernait l'éclairage public et vous avez dit vous-même il faut le rendre encore plus intelligent. Qu'est-ce que vous pensiez, qu'est-ce que vous entendiez par rendre l'éclairage public plus intelligent? On écoutera Maria Tino aussi, puisque vous avez fait des propositions. On est déjà bien avancé sur des périodes où il n'y a plus du tout d'éclairage et d'autres périodes où on optimise par des LED. Mais voilà. Non, mais l'optimisation par des LED, c'est des investissements. Enfin, après, c'est comment on l'utilise, l'éclairage, comment on le pilote, comment on fait rentrer dans la démarche éclairage public l'environnement, la biodiversité, les trames vertes. Enfin, on a plein de choses qui sont en train de bouger sur l'éclairage public qui vont au-delà de
éclairer, éteindre, consommer, pas consommer. On est dans des choses un peu plus, comment je vais dire, un peu plus subtiles, un peu plus prenant en compte tout l'environnement que on-off, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et les entreprises du CERS, donc au sein de la FRTP, ont leur mot à dire et leurs expertises à apporter aux collectivités. Bon, je pense que c'est ce qui se fait au niveau de la métropole aujourd'hui. Vous êtes dans le cadre d'un PPP qui a été conclu il y a quelques années au niveau de la ville de Rouen et qui fait évoluer les choses. Mais ça va au-delà de changer du matériel et de mettre des LED. Politique de sobriété en termes d'éclairage public, c'est votre maître mot. Que j'aime entendre ce mot, sobriété. Parce que malgré toutes nos compétences et malgré toute la technologie à disposition, c'est vrai qu'une transition sans sobriété, ça va être très compliqué. On se rend bien compte, on a beau essayer de croiser les courbes et d'essayer d'appliquer des facteurs multiplicateurs ou non, sans sobriété, il n'y a aucun scénario de transition qui tient la route. Qu'il soit fait par une association ou par le gouvernement, en général, ça ne marche pas. Et effectivement, parmi les leviers entre les mains des collectivités, il y a la question de l'éclairage. Je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Ce n'est pas simplement on-off, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors sur la métropole, en plus de ça, on a une diversité de territoires. Il y a vraiment des parties de la métropole très rurales, où on est dans de la forêt, on en a des communes au bord de milieux naturels sensibles, voire classés, etc. Et certaines de nos communes ont été plutôt avant-gardistes, puisque déjà une quarantaine applique l'extinction en nuit profonde, donc en général sur des pas de temps de 1h du matin à 5h, de minuit à 6h. Donc elles avancent de leur côté. On ne peut pas tout à fait considérer la même chose sur le centre-ville de Rouen. Donc nous, on essaye petit à petit d'amener dans certains quartiers plus proches du tissu urbain, de l'extinction aussi, mais sur des pas de temps beaucoup plus courts. Et ça veut dire qu'en compensation, aux heures où l'électricité, l'éclairage est allumé, il doit être beaucoup plus qualitatif. Donc il doit être beaucoup plus orienté vers les passages piétons, il doit sécuriser la présence du piéton, la présence du cycliste aussi, puisqu'il y a de plus en plus de cyclistes, on doit leur favoriser aussi le terrain. Et on ne doit pas entraîner du tout de risques, enfin de facteurs accidentogènes en compensation. Alors je rejoins aussi ce qui a été dit par rapport à la LED. Il y a eu un petit moment, un engouement pour la LED, et malheureusement, parce que le discours n'était pas tout à fait bien amené, et donc certains territoires ont eu tendance à se dire « bon, on va mettre des LED partout », puis comme ça ne consomme pas beaucoup, on va en mettre 2 fois plus. Bon, en général, ce n'est pas une bonne idée, parce que le bilan environnemental et énergétique n'est pas bon. Donc il faut faire un effort d'abord de sobriété, on éclaire là où il y a besoin, quand il y a besoin de le faire, on ne considère pas la ville comme la campagne, et puis effectivement, là où on laisse allumer, on choisit les bonnes technologies avec mesure. Alors je vais proposer un dernier reportage, il est un petit peu plus long que les autres, mais je vous demande d'aller jusqu'au bout, parce qu'il parle d'éclairage public. Est-ce que ce sont les bonnes pratiques ou pas? Nous on pense que oui, puisqu'on l'a tourné, mais c'est à vous de nous dire après, qu'est-ce que vous en retenez, les réactions que vous avez, le témoignage justement de certains qui ont travaillé sur ce reportage d'éclairage public. L'éclairage public, c'est un ensemble d'éclairages mis en œuvre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des espaces et concourant en effet au confort, au déplacement des usagers, mais aussi à la sécurité. Les objectifs sont principalement de maintenir en l'état son parc d'éclairage, qui représente bien évidemment plusieurs milliers de points d'éclairage public. Donc ces objectifs passent principalement par la modernisation de ces équipements à travers à la fois en effet la technologie LED et des solutions innovantes qui permettent d'optimiser au mieux à la fois les consommations d'énergie et puis les opérations de maintenance qui sont effectuées par la suite. Ces dernières années, on retrouve principalement l'avènement de la technologie LED qui prend de plus en plus d'espace sur nos équipements d'éclairage public. Alors en effet, elles ont l'avantage d'être beaucoup moins énergivores en termes de consommation d'énergie électrique, de réduire bien évidemment les coûts de maintenance pour les collectivités et le nombre d'interventions, donc assurer tout de même une continuité de service pour les usagers et les riverains qui exploitent qui sont confrontés au quotidien à proximité de ces éclairages.
La technologie LED a permis en effet d'avoir des gains de consommation énergétique et donc financiers substantiels, hein, en effet, suivant la taille de la collectivité et la puissance d'éclairage demandé. On arrive en effet à faire des économies à l'échelle d'une commune allant par exemple de plusieurs milliers d'euros, de plusieurs centaines de milliers d'euros, et donc ça réduit l'impact financier, l'impact écologique bien évidemment de la production d'électricité, et puis bien évidemment c'est l'impact du coût de la maintenance, hein, qui est beaucoup plus réduit, puisqu'aussi bien les interventions sont relativement minimisées, même s'il peuvent persister tout de même dans certains cas avec l'appareillage électronique qui doit être maintenu, mais bon, tout de même, la maintenance en est également réduite. Les améliorations dans le domaine de l'éclairage public sont vraiment continues, hein. On retrouve maintenant des technologies installées à hauteur des lanternes d'éclairage qui permettent aux collectivités et aux techniciens d'avoir une vision très précise de l'état du parc d'éclairage public et voire même allant jusqu'à détecter certaines pannes sur les points d'éclairage public. Les optimisations, bien évidemment, dans les armoires de commande, hein, puisque il faut savoir que tout part en effet de ces armoires. On retrouve la notion d'horloge astronomique, hein, qui permettent vraiment d'optimiser l'allumage et l'extinction de l'éclairage public, et d'une manière générale la mise en œuvre d'équipements communicants installés sur nos mâts d'éclairage public, hein, qui vraiment intègrent des solutions techniques comme par exemple le comptage de voitures, le comptage de vélos, un certain nombre d'équipements permettant par exemple d'obtenir des relais Wi-Fi sur des places très fréquentées par la population. Donc voilà, c'est un ensemble d'intégrations qui permettent à la fois de répondre à des besoins, mais également conserver sa fonction première qui est d'éclairer. Il y a encore des évolutions technologiques à venir, et d'ailleurs on en perçoit les prémices au fil des mois. Hein. En effet, les constructeurs proposent des solutions tout à fait innovantes, à la fois sur l'éclairage en lui-même, la réduction bien évidemment de la consommation électrique, et puis les optimisations par rapport à la LED en elle-même afin qu'elle ait un impact réduit notamment sur la biodiversité, et on retrouve principalement la notion de température de couleur qui est très importante pour la préservation de cette biodiversité. On doit à la fois éclairer moins et mieux. Suivant les zones à éclairer, on n'éclaire pas de la même manière. Il est évident qu'en milieu ultra-urbain, l'éclairage public est une composante importante, hein, en termes de confort, de déplacement des usagers, et puis bien évidemment de sécurité publique, alors qu'en effet en milieu rural, hein, et d'ailleurs on le voit très souvent, on peut avoir des coupures nocturnes qui ont lieu dans ces milieux-là principalement, même si tout de même les coupures urbaines, hein, de l'éclairage sont de plus en plus prédominantes, et il y a vraiment une sensibilisation de plus en plus importante sur ces coupures nocturnes, alors que l'on pourra identifier comme la réalisation de trames noires, hein, malgré toutes les possibilités techniques qui sont offertes, comme par exemple la détection de présence, les abaissements de puissance et de flux lumineux qui permettent tout de même de garder un flux lumineux, de conserver un éclairage nocturne tout en perturbant le moins possible la biodiversité. Alors, plusieurs mots importants, je vous demande de commenter. On a parlé de trame noire, on ne l'a pas encore abordé. On a parlé de biodiversité, donc il y a bien un rapport à la faune. Ça, on ne le perçoit pas, même quand on habite à côté, où on dit tiens, j'ai plus d'éclairage. C'est-à-dire qu'on ne réagit que par rapport à soi-même et on ne réagit pas par rapport au milieu qui nous entoure. Donc, la trame noire, ça a des raisons d'être. Oui, absolument. Alors, on a beaucoup parlé pendant ces dernières années de trame verte et bleue. Oui. C'est le terme qui est le plus connu, la fameuse TVB. Et donc, c'est vrai qu'au sein des collectivités comme la métropole de Rouen, depuis quelque temps déjà, il y a des stratégies de biodiversité pour préserver les grands milieux sauvages, hein, les coteaux calcaires, les plaines silicicoles, les grands massifs forestiers, les zones humides. Donc, il y avait cette notion de constituer des trames vertes et de restituer aussi, de restaurer ce qu'on appelle les continuités écologiques. Et puis maintenant, on se rend compte qu'en fait, on n'a fait que la moitié du chemin, parce que la biodiversité, elle existe aussi la nuit. Il y a des espèces d'ailleurs qui ne vivent que la nuit, qui se déplacent la nuit.
et des espèces d'insectes, de papillons, des batraciens, etc. Et donc si on ne travaille pas aussi sur les continuités écologiques de nuit, cette fameuse trame noire, on passe à côté du sujet. Alors on doit travailler aussi désormais, maintenant on l'a d'ailleurs inscrit dans notre nouvelle stratégie de biodiversité 2021-2026 qu'on a adoptée il y a quelques mois, cette notion de travailler sur la biodiversité à travers une maîtrise de l'éclairage public, de manière à permettre le passage des oiseaux, des animaux, des batraciens, quoi qu'il arrive, de jour comme de nuit. Philippe Tridon, dans le reportage on parlait de consommation et vous dites oui c'est bien, autoconsommation c'est mieux. Alors, c'est au-delà de l'éclairage public. C'est ça. Dans ce que savent faire les entreprises des travaux publics côté électrique, on fait aussi de l'autoconsommation. L'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, et dans la métropole de Rouen, il y a des friches qui peuvent s'adapter pour faire de l'autoconsommation. La législation a évolué à ce sujet et c'est aussi une des méthodes pour décarboner notre consommation d'énergie. Vous pensez à l'autoconsommation collective. Photovoltaïque. Photovoltaïque, PV, c'est ouais. ça. Hein. Photovoltaïque, ouais. Valérie, vous voulez rajouter ? Non, je disais que l'autoconsommation, c'était le modèle, et encore plus aujourd'hui, quand on parle de panneaux photovoltaïques, parce qu'on réduit sa facture. Donc aujourd'hui, il vaut mieux produire pour soi-même, quand on est industriel, que d'acheter de l'électricité. C'est ça que je voulais rajouter. Il n'est pas en Ukraine, ni en Russie. Il est partout. J'entends bien, c'était pour un rappel à l'actualité. Un dernier mot qui vous concerne tous, qui m'a été glissé dans le creux de l'oreille par Marie Attino, mais je vous renvoie à vous trois, sur la nécessité de réinventer nos métiers face à l'adaptation climatique. Vous finirez, si vous êtes d'accord, Marie Attino. Je vous la lance à chacune et chacun d'entre vous. Philippe Tridon, qu'est-ce que vous entendez, vous, par la nécessité de réinventer nos métiers ? Donc on parle bien aussi bien des métiers au service en interne des collectivités, mais aussi des métiers qui viennent en tant que collaborateurs sur des projets d'infrastructure. Dans tout ce qu'on vient de dire sur l'énergie, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est devenu... J'ai employé tout à l'heure le mot plus subtil. Donc il faut impérativement qu'on change nos méthodes de travail. Il faut qu'on recrute, mais on est là pour ça. Il faut qu'on recrute. Il faut qu'on soit attractif, mais on est forcément attractif puisqu'on est au cœur. On est au cœur. L'énergie, c'est le cœur du débat. Donc si on n'est pas attractif, c'est qu'on est des mauvais, quoi. Donc, et je ne veux pas le croire. Donc il faut impérativement qu'on change notre façon d'aborder les choses. Mais on a vu plein d'exemples de jeunes qui, dans les exemples qu'on a vus, qui interviennent là-dedans parce qu'on a besoin d'intelligence, de remettre de l'intelligence dans nos métiers. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Valérie Rabansola. Oui, alors sur la question des métiers, très clairement, on a tous besoin de recruter dans l'énergie et dans les usages, vous l'avez compris, c'est aussi les usages. Et il y a deux choses dans votre question, j'ai envie de répondre sur deux sujets. Un, nos métiers évoluent énormément, on recrute beaucoup, il faut mettre beaucoup de digitalisation, énormément. On a beaucoup de métiers qui sont des postes d'opérateurs, on gagne bien sa vie dans l'énergie. Très honnêtement, on accueille les femmes. On aimerait bien avoir beaucoup de femmes dans l'énergie et on travaille en ce sens avec les associations là-dessus et puis tous les opérateurs, la région, l'État, l'Académie. Et le troisième point, c'est le citoyen. Donc quand on travaille dans l'énergie, la transition énergétique, c'est covoiturage, c'est télétravail, c'est toutes ces choses-là. C'est le comportement, le savoir-être. Voilà. Et je voudrais rajouter l'anglais, parce que sur nos métiers, typiquement dans l'offshore, il faut parler anglais, c'est important. Et ce sont des métiers qui sont évolutifs. On peut commencer sur un poste d'opérateur et évoluer. Par exemple, dans le nucléaire, j'ai envie de vous dire qu'on va énormément recruter lorsqu'on va sortir le WPR à Penly. Voilà. Donc... rejoignez-nous et surtout travaillez avec les entreprises. Il y a 250 entreprises chez Normandie Énergie. Voilà. Profite pour faire chacun sa pub. Alors allons-y gaiement. Marie Attino, cette réflexion, elle venait de vous, je vous la renvoie.
Merci. Oui, effectivement. Alors, moi, j'attends et je suis d'ailleurs ravie d'être à vos côtés aujourd'hui parce qu'on a besoin de vos métiers. Vous êtes absolument partout, vous les acteurs du travaux public. Vous êtes à chaque niveau d'intervention de la collectivité, même à côté, en paracollectivité. Vous êtes présents à toute phase de travaux et de réflexion pour réinventer la ville de demain. Et il y a vraiment un sujet qui m'anime, c'est celui de l'adaptation de nos villes au changement climatique. Donc, il y a un sujet, je l'ai évoqué légèrement en début d'intervention, mais voilà, on est une ville qui va être impactée par le changement climatique et l'élévation du niveau de la Seine. Donc on le sait, on va être soumis à des inondations. Ce n'est pas un scoop, hein. Il y a des études malheureusement qui sortent très régulièrement dans la presse nationale et internationale à ce sujet. On sait que par exemple les murets qui sont dans les petites communes qui bordent la Seine vont devoir être supprimés parce que la présence de ces murets ne protège pas du tout les communes de l'inondation. Au contraire. On n'avait pas été aussi catégorique dans le plateau d'avant. On avait parlé de simulation et d'expérimentation. Donc on n'avait pas dit qu'ils seraient supprimés encore. On va avoir besoin de votre aide pour créer des zones d'expansion des crues, parce que si on ne donne pas un peu de liberté à la Seine, c'est elle qui va nous rattraper. Et surtout, on a besoin de votre expertise, de vos compétences, par exemple, pour recréer du végétal dans la ville. On doit continuer à vivre, à circuler, en voiture, en vélo, à pied, à construire, à réhabiliter les friches, à leur donner un avenir. Mais on doit aussi remettre du végétal dans cette ville parce qu'on a des problèmes de qualité de l'air, parce qu'on va être exposé à des îlots de chaleur, parce qu'aussi les gens ne sont pas bien en ville, parce qu'il y a des phénomènes psychosociaux qui font que les gens ont besoin d'un moment de verdure. Et donc pour ramener une maille végétale dans la ville, on a aussi besoin que ces compétences puissent apparaître dans vos métiers, mais on a relativement confiance. Merci Maria Tino, merci mesdames, merci monsieur pour avoir participé à ce dernier plateau télé de la journée. Mais la journée n'est pas terminée parce que dans la foulée, dans moins de 15 minutes, il y aura la signature de la charte rectorat Académie, enfin de l'Académie de Normandie avec la FRTP. Donc je vous enjoins à rester avec nous et puis le salon se poursuit bien évidemment. Mais il n'y a plus de plateau télé si vous attendez après. En revanche, là, c'est plus la peine. Merci encore de votre assiduité à nous suivre et à très bientôt.